Bonjour, bonjour et bienvenue. Je vous invite à venir vous asseoir, ceux qui sont encore debout. Je suis ravi de vous accueillir sur ce magnifique salon qui est le Learning Technology France, en compagnie de Sally Ann Moore, qui est la directrice des conférences de ce salon et qui est aussi surtout la fondatrice de ce salon. Ça nous ramène quelques années en arrière sur la première vague du digital. Je suis Philippe Gilles, je co-dirige le cabinet de conseil ILDI, qui est aussi connu par ses publications telles que la Digital Learning Academy et sa newsletter que vous devez recevoir, puisqu'il y a 25 000 abonnés à cette newsletter hebdomadaire. J'aurai le plaisir de vous tenir compagnie toute cette matinée. Il va falloir me supporter, mais c'est surtout les intervenants que vous allez écouter avec passion. On a un plateau très riche ce matin et je serai ravi de partager ce moment avec vous. Sans plus tarder, puisque nous avons un timing à respecter, Sally, je te passe la parole parce que tu vas nous dire enfin comment la formation peut tout changer. Bonjour tout le monde, ravi de vous voir, merci d'être là, c'est super. C'est mon 25e année, 25 ans. Tu les fais pas. Hein. Thanks. Donc, la thématique cette année, c'est la formation peut tout changer. Mais vous savez très bien, hein, ça ne peut rien changer, du tout. Donc, avant que j'ai lancé ce salon il y a 25 ans, j'étais Chief Learning Officer d'une très grosse boîte qui s'appelait Digital Equipment Corporation. J'avais 26 pays et 3000 enseignants et j'étais une des premières personnes à déployer la formation digitale en masse. Donc, je vais partager avec vous, sur les 25 ans, et Philippe va me poser des questions, des moments de bascule, des moments où j'ai appris beaucoup. Et je voudrais partager ça avec vous, cette expérience. 25 ans, mais aussi 2 millions d'apprenants. J'ai déployé les projets pour 2 millions d'apprenants autour du monde. Et ce qui est très drôle, c'est que les leçons que j'ai apprises il y a 25 ans sont les mêmes qu'on doit appliquer aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ne changent jamais. Bon. Donc, la formation peut tout changer ou la formation ne peut rien changer. Et c'est quand la formation est déconnecté du lieu de travail. Et ça, c'était toujours mon discours, qu'il fallait intégrer la formation et le travail. Il faut les ramener le plus proche possible. Que rien va changer. Parce que si vous voulez votre ROI, c'est pas seulement une question d'installer les nouvelles connaissances, les nouvelles compétences. Il faut surtout que la façon de travailler change. Et quand la formation ne va rien changer et ne peut rien changer, c'est les participants qui doivent changer, en fait. C'est ça. Et quand vous les autonomisez et vous les responsabilisez et vous les impliquez, ça va aller. Alors, je voulais juste faire un petit mot. J'en suis sûre que vous, en tant que responsable de formation et professionnel de la formation adulte, vous savez qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de toucher. Hein? Éthiquement, on n'a pas le droit de dire on va former pour changer complètement les croyances de quelqu'un ou les valeurs profondes. Donc on ne touche pas, mais ces croyances amènent aux attitudes et les attitudes amènent au comportement. Donc nous, on peut travailler sur ces trois choses, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, c'est ce qui nous donne la compétence. Et la compétence, c'est ce qu'on obtient quand on forme. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est la performance qui est... Je suis désolée, les slides sont... They don't come out very well. La performance, et la performance, en fait, c'est le travail. Donc, vous avez deux objets ici. Vous avez le travailleur avec son savoir-être, savoir-faire et savoir, et le travail, qui est une activité qui transforme et qui crée la valeur. Donc, si on veut tout changer, c'est ça. C'est de passer old way, new way. Okay. Et je peux vous donner un exemple, en fait. Hein. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on m'a demandé de faire un programme de formation pour les chefs de projet dans une très grande centre d'intégration de systèmes à Sophia Antipolis, à Valbonne, dans le sud. Et j'avais 1000 chefs de projet. Alors, au lieu de mesurer, est-ce qu'ils savent utiliser l'outil, est-ce qu'ils savent faire un budget, est-ce qu'ils savent organiser un comité de pilotage, on a mesuré trois choses. C'était les 3 zéros, qui soient 0 dépassement du budget, 0 dépassement du temps et 0 dépassement de la spécification du projet. C'est ça qu'on a mesuré.
pas les compétences. On a mesuré l'impact sur le travail. Et ça nous a amené à un gros ROI. Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de raisons de faire la formation. Hein. Bon, ça, on va voir sur le salon, vous allez voir des contenus sur étagère qui répondent à les obligations de la loi. Mais votre ROI, c'est pas là. Hein. C'est pas là. J'ai vu des vendeurs. Philippe, tu as vendu plein de trucs cette année. On va t'envoyer sur un cours de leadership dans un château avec des très bons vins. Bravo. Ça, c'est formation récompense. Et au contraire, il y a aussi formation punition. Hein. Tu sais, ton projet, ça t'est passé. Hein. On va t'envoyer un cours électronique sur le budgeting et Excel, OK? Certification. Alors, ça c'est un bon. Quand j'étais chez Global Knowledge Network, j'étais vice-président pour l'Europe et j'ai développé les nouvelles affaires. On était numéro 1 dans le monde pour la formation Cisco Top Gun. Cisco Top Gun. 2 semaines intenses avec un certificat à la fin qui était un passeport à doubler le salaire. Et ça coûtait 14 000 $ à l'époque. Et ça, c'est dans les années 90. Hein. Et Compaq m'avait appelé. Ouais, on veut acheter. Tu peux nous faire un prix salé. On veut un prix pour 200 personnes à faire Top Gun. Ah ouais? Pourquoi? On va les virer. C'était un plan social. Ils étaient obligés de les former et les donner un passeport pour aller travailler ailleurs. Oui, ça c'est une autre raison pour former. Mais vous savez que il y a une seule raison qui compte, c'est la performance. Hein. Sérieusement, quand vous êtes en conversation avec vos sponsors, focalisez là-dessus. Donc, si je reviens à mes chefs de projet, à Sophia Antipolis, là, vous voyez la ligne 100%, OK? Donc, ma ligne performance 100%, c'était les 3 zéros. Vous vous souvenez mes 3 zéros, hein? 0 dépassement budget, temps spec. Et donc, on a mis ça comme le niveau qu'on voulait atteindre. Et c'est ce que j'ai découvert avec mes 1000 chefs de projet. C'est qu'en fait, l'effort dans l'apprentissage, seulement 5%, c'est le parti cognitif. Je sais qu'est-ce que c'est un projet, je sais qu'est-ce que c'est un plan de projet, je sais qu'est-ce que c'est le budget, je sais qu'est-ce que c'est la composition de l'équipe. Et ça, on a fait effectivement avec un produit électronique, cette partie. On a donné à les 1000 un petit cours online. Ensuite, je sais faire. Donc, ils s'entraînent à faire la gestion du projet, de faire le critical flow of the project, le chemin critique, etc. Donc, ils appliquent la connaissance à faire. Mais le vrai effort, et vous le savez, on va au boulot. Et maintenant, on doit gérer un énorme projet transactionnel pour la banque UBS à Genève. Et maintenant, je dois adapter et appliquer ce que j'ai appris online. Et ça se fait au boulot. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai constaté depuis le temps que les budgets de formation sont exactement l'inverse de ce dessin. Hein, il y a peut-être 15% dans la partie coaching on the job et 85% dans la partie je sais faire. Alors, j'ai une question pour vous. Les 1000 chefs de projet étaient dans 2 grands départements, avec deux managers différents. Il y en avait qui ont atteint les 3 zéros après 6 mois. Il y en a d'autres qui ont pris 18 mois. Ils avaient le même type de projet. Ils ont reçu la même formation. Ils travaillaient dans le même site. Ils avaient les mêmes outils. Et ils étaient tous super intelligents. Donc, c'était quoi la différence? Pourquoi certains, très vite, je monte, en 6 mois, je suis au top. D'autres, ils sont à la traîne 18 mois. Des suggestions? T'as une idée, Philippe? C'est compliqué hein, comme question. C'était l'encadrement. Ouais. Le management. Ouais. Un groupe, ils avaient un chef anglais qui s'appelait Alan, qui était surtout obsédé de la technologie. Il parlait tout le temps des systèmes d'opération, VAX versus Go, Unix, etc. L'autre, Maxime, il était adorable. Il voyait ses chefs de projet et il disait, "How's it going? How did your meeting with UBS go? Did the training help?" Et il montrait toujours de l'intérêt. Et ça coûte rien. Ça coûte rien, mais ça change tout. Ouais.
Donc, c'est l'humain. Bon, attends, j'arrête là. Et Philippe, on va... Hein? Ouais, moi j'ai une question pour toi. Donc, la formation, ça change. Mais est-ce que la formation a changé dans ces 25 ans? Oui et non, ouais. Donc, sur les 25 ans, il y a eu des moments de bascule. Hein. La première chose, c'est vraiment la popularisation de l'Internet et une certaine bande passante qui nous a aidé à faire beaucoup plus de formation à distance qu'avant. Parce qu'avant, on faisait tout sur CD-ROM hein, et clé USB. Ça, c'est une première chose. Évidemment, la pandémie en 2020. Alors, vous me connaissez. 20 ans, j'ai évangélisé. 20 ans, j'ai évangélisé pour la formation digitale, la formation à distance. Après 20 ans, on peut dire que c'est les études de ILDI et les études de ISTF qui montraient qu'entre 10 et 15% des entreprises françaises faisaient le e-learning. Hein, et le reste ne faisait pas. 20 ans. En 20 mois, avec le Covid, c'était l'inverse. C'est chiant, hein? Et c'est vrai, on ne vient pas. Mais un autre point de bascule pour moi, c'était en 2000, j'ai aidé Microsoft parce que nous, on était la plus grande boîte de formation Microsoft dans le monde. Et on faisait MST, MSC, tout ça, toutes les certifications Microsoft. Et il y avait un énorme problème, c'était en France et à travers l'Europe. Un poste sur 10 était rempli pour ce type de qualification. Il y avait un manque d'informaticiens. Et Microsoft voulait vraiment accélérer la formation et créer beaucoup plus de certificats. Donc, ils ont créé un truc qui s'appelle Microsoft Online Institute, MOLI. Et ça coûtait, sérieusement, ça coûtait $19. Et tu pouvais t'inscrire librement, c'était public. Donc, les gens s'inscrivaient à gogo. Toutes sortes de personnes, de toutes sortes de métiers, toutes sortes de backgrounds. En disant, OK, je vais devenir MSD, je vais gagner beaucoup plus. Problème, aucune sélection là au départ. La très grande majorité n'ont pas fait plus que leçon numéro 1, parce qu'ils étaient dépassés. Et puis pour finir, il n'y a que 15% de toutes les gens qui ont payé $19 qui ont terminé et qui ont eu le certificat. Alors, je me suis assise avec le chef du projet chez Microsoft, elle s'appelait Linda English, je me souviens d'elle, et on a fait une analyse. Et on a dit, mais c'est quoi le problème? Et bon, on a compris, 4 gros leçons 1, il faut une sélection. Et le problème avec l'e-learning, c'est que pour avoir un bon prix per capita, on a une tendance à dire, OK, ça c'est pour tout le monde. Là, vous emmenez les gens à l'échec, parce qu'il n'y a pas de sélection. Donc, il faut sélectionner. Il faut avoir l'objectif clair, évidemment. Il faut surtout avoir quelqu'un que l'apprenant respecte et admire, et il veut le faire pour eux. Ça, c'est super important, c'est encadrant. Mais ça peut être un parent, ça peut être un directeur, ça peut être un mentor. Mais quelqu'un que la personne, il veut le faire pour eux. Ça compte énormément. Et puis, il faut savoir que la technologie, si on met une qualité médiocre de contenu, c'est pas grave si vous avez la personne ou la direction qui mesure les progrès. Parce que ce que vous mesurez, c'est ce que vous aurez. Et ça, c'était le gros leçon que j'ai pris de Microsoft. Il ne faisait pas de sélection, et puis il y avait personne qui veillait dessus. Donc il faut mesurer, il faut jalonner le parcours et mesurer le progrès. Et les gens, quand ils savent qu'on les mesure, vous allez obtenir. Tu connais mon histoire des trains australiens? Ah non, okay. Un jour, j'étais appelée en Australie pour aller faire un tour de présentation sur la gestion de la performance. Et j'atterris, je viens de Dubaï, j'atterris à Melbourne le matin et il y a des kiosques des vendeurs de journaux et on voit les gros titres. Et c'était à Sydney, la société des trains urbains s'est fait privatiser. Et tout d'un coup, les passagers, c'était pas les passagers, c'est des clients. Donc on a fait un sondage de satisfaction client. Et les clients, les trains urbains de Sydney ont dit les chemins sont bons, les trains sont propres, le personnel est super agréable, les horaires sont convenables pour nous, mais juste un petit problème, et c'est très australien, hein, ils sont jamais à l'heure. Ils sont jamais à l'heure. Il n'y avait aucune ponctualité. Et ça, c'est classique australien, hein, assez relax, quoi. Donc, le DRH a dit, OK, c'est ce qu'on va faire.
super bonne idée. Je vais donner des bonus en liquide aux équipes pour chaque amélioration entre le temps annoncé sur les horaires et le temps réel d'arrivée et départ. Donc, il commençait à mesurer la ponctualité. Le gros titre que moi j'avais vu à Melbourne, c'était « Les passagers furax parce qu'il n'y a plus le temps de monter ou descendre des trains ». Vous le mesurez, vous l'aurez. Voilà. Ça, c'était le gros leçon. Et ça, c'est toujours vrai. Ça, c'est toujours vrai. Et donc, dans ce que tu nous as présenté, moi, j'aimerais revenir quand même sur la façon dont tu as perçu l'évolution de ce marché et comment tu le caractérises aujourd'hui. En gros, est-ce que cette formation-là, elle est de plus en plus importante dans les organisations ou est-ce qu'elle a la même place qu'il y a 25 ans finalement et qu'elle est plus un moyen qu'un levier vraiment de développement des organisations? Oui, alors, c'est une question très intéressante et je pense que ça dépend dans quel pays vous êtes et quelle est la loi dans ce pays et l'attitude de votre gouvernement. Bon, ici en France, il y a effectivement pas mal de soutien. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est une question de survie maintenant. C'est une question de survie. Parce que si on n'est pas du tout en partenariat avec le business et on utilise la formation pour obtenir les transformations, on va disparaître. On n'a pas besoin d'un Chief Learning Officer pour acheter un cours de sécurité. Ça, c'est les achats qui peuvent faire ça. Donc, je pense que notre métier est en danger et avec l'intelligence artificielle qui arrive, on peut créer des catalogues de formation immenses, comme ça, j'ai vu. Donc, j'insiste beaucoup sur le parti humain. En fait, vous pouvez tout changer. Hein? La formation peut tout changer, mais c'est vous qui pouvez tout changer. Et je pense qu'il faut focaliser sur l'aspect humain. Et le salon et le programme que je vous ai dressé, j'ai vraiment insisté. J'ai insisté. Donc, j'ai organisé le conférence dans les 4 salles. Et peut-être vous savez, les 4 salles, ils ont des cibles. Ils sont ciblés. Donc, cette salle s'appelle Paris. Ici, j'ai tendance à mettre tout ce qui concerne les grandes entreprises. Et la salle Berlin, j'ai tendance à mettre tout ce qui était entreprises moyennes, petites, les associations et le secteur public. Parce que c'est une autre cible. Et dans la salle Las Vegas, c'est transversal, c'est tout ce qui sont les technologies, les derniers cris, et de vous montrer des cas où on les a déployés. Évidemment, il y a une question, c'est que, et j'en suis sûr que vous le posez, c'est, OK, il y a tous ces nouveaux outils, technologies et tout, tous ces objets qui brillent, mais lesquels sont vraiment utiles? Lesquels sont vraiment performants dans mon métier de former nos collaborateurs? Donc, j'ai insisté là-dessus. Et dans la salle Londres, c'est un peu spécial. Vous savez, moi je sais que si vous regardez la pédagogie la plus forcée, le plus avancée, le plus innovant, c'est dans les langues. Donc, j'ai toujours organisé une conférence sur la formation langue, parce que c'est très spécifique dans la salle Londres. Donc, comme d'habitude, il y a une formation langue, et une conférence en anglais pour ceux d'entre vous qui veulent regarder qu'est-ce qui se passe en dehors de l'Hexagone. J'emmène ici des gens des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de l'ouest de l'Europe, de Malte. J'ai une femme qui vient de Malta, pour vous parler des idées et des visions qui sortent d'ailleurs, quoi. C'est pour vous inspirer, c'est pour fun. C'est aussi parce que parfois les très bons intervenants sont anglophones. Donc, pour les donner la parole, j'ai mis le truc en anglais. Salle Londres, OK. J'ai aussi emmené de la ville de Genève, le bureau de l'emploi de la ville de Genève, Marco Barbier-Salvat, qui demain, il va vous faire un atelier participatif sur l'intelligence artificielle et l'interaction humaine. Et on parle de l'humain, pour moi c'est très important. Donc j'ai essayé de vraiment focaliser sur le rôle de l'humain. Je dois vous avouer, 90% des titres proposés par mes sponsors et mes intervenants contenaient les mots intelligence artificielle. Alors, ma dernière parole. Si la seule chose que vous avez dans la main est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. OK? Right. Donc faites attention à ça.
Super. Et donc, oui, quand même, demain, il y a toute une matinée consacrée à l'IA. Yes. En fait, j'ai l'IA un peu partout. Mais c'était tellement demandé que j'ai mis 2 blocs. D'accord. Donc, vous avez 4 salles, 2 jours, ça fait 16 blocs. Et je vous ai mis les choses en 4 formats. Alors, ça, c'est un autre truc. Je sais, parce que vous me l'avez dit, que vous voulez entendre des vrais chefs de projet témoigner, pas les fournisseurs, mais les clients de nos clients, raconter leur retour d'expérience. Donc, il y a beaucoup d'études de cas. Par exemple, ce matin, avec Philippe, vous allez entendre de Air France Cargo. Absolument. Entre autres, par exemple. Mais il y en a plein. Il y a plein de grandes marques et des études de cas de toutes sortes de caractéristiques. Donc, les études de cas, moi, j'aime aussi, bien sûr, et ceci, c'est pour vous, c'est les tables rondes où vous pouvez poser les questions. Je vous mets 3-4 experts et n'hésitez pas à vraiment les interroger sur des questions, pour les questions que vous avez, questions chaudes. Donc, il y a les tables rondes partout. Et puis, il y a des ateliers. Il y a des ateliers participatifs où vous allez jouer. Il y a des ateliers ludiques, il y a l'atelier de Marco, où vous allez être vraiment impliqué. Okay? Et enfin, bien sûr, j'ai des keynotes. Lucie, elle est ici. Lucie Dorn est ici. C'est une auteure. Elle a une exposition d'art, d'intelligence artificielle aussi. Des gens comme Lucie, c'est des indépendants, c'est des très bons intervenants. Et je les ai mis un peu partout dans le programme. Les visionnaires, les auteurs. Et parce qu'on a des auteurs, il y a aussi une librairie où vous pouvez acheter des livres et avoir les dédicaces et faire signer les livres. Et Lucie est un très bon exemple de ça. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a une question de la salle pour Sally ? Non, ben, il ne vous reste plus qu'à profiter du salon, des conférences, des ateliers pour apprendre à changer la formation et transformer les organisations. Transformer, oui, exact. Vous avez 2 jours pour tout transformer. Avec l'humain au centre, n'oubliez jamais. À tout à l'heure, merci.